Mais ce serait pas le retour du décor de Top 5 ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sujet était tellement important que je ne pouvais pas le faire en point catch, donc c'est reparti pour une nouvelle tournée de Top 5. Un événement qui au passage fête les 3 ans de la chaîne YouTube. Tiens d'ailleurs 30 000 abonnés pour 3 ans, ça fait 10 000 abonnés par an, donc dans 97 ans on fêtera enfin le million d'abonnés. Ouais, peu de chance que ça arrive quand même. Je profite de ce retour de Top 5 au premier plan pour vous tenir un peu au courant et vous dire que j'ai évolué dans ma vie professionnelle et qu'aujourd'hui je m'occupe d'organiser des formations à distance. Des formations professionnelles gratuites destinées aux demandeurs d'emploi, aux entrepreneurs et à ceux qui veulent changer de boulot. Du coup, si vous êtes encore lycéen ou étudiant, c'est pas fait pour vous. Il y a plein de thèmes de formation disponibles comme les langues étrangères, l'informatique, la conception graphique, le secrétariat, bref, il y en a pour tous les goûts. Si jamais vous êtes intéressé, rendez-vous en description de cette vidéo. Ah oui, et dernière chose, on offre un petit cadeau ou même un gros cadeau de bienvenue aux premiers inscrits qui finalisent une formation. N'hésitez pas à contacter le docteur. Et rendez-vous sur Dr Everything à la fin de cette vidéo pour découvrir mon tout nouveau projet spécial Halloween. Bien, allons-y pour les pires déceptions à la WWE. Et on commence avec un catcheur qui symbolise une double déception à la WWE. Et oui, il a été enterré 2 fois par la compagnie. Lorsqu'il débarque à la WWE en 2010, Miroslav Barniachev ne le sait pas encore, mais il s'apprête à connaître un parcours assez chaotique chez Vince McMahon. Il passe ses 4 premières années de son contrat du côté d'NXT où il se forme aux arts du catch. Une période assez longue pour lui qui prend alors le temps de se construire une gimmick de catcheur soviétique imbattable. Et puis, c'est le saut dans le grand bain. 2014 marque l'arrivée d'Alexander Rousseff dans les rosters principaux de la WWE. Un début assez tonitruant puisque pendant des mois elle malmène tous les catcheurs de la mid-card. D'ailleurs, pour pousser sa gimmick d'anti-américain encore plus loin, Rousseff entre au ring avec l'hymne de l'Union soviétique et dédicace ses victoires à Vladimir Poutine. Ouais, c'était un peu spécial. D'ailleurs, la WWE est à l'époque épinglée par plusieurs médias pour l'utilisation d'un tel personnage à l'écran. Et puis c'est la première consécration pour Rousseff qui gagne le titre des États-Unis en battant Sheamus. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est le premier catcheur bulgare de l'histoire à détenir une ceinture du côté de la WWE. Début 2015, Rousseff poursuit sa montée en puissance, toujours accompagné de sa femme Lana. Et là, c'est le premier drame. WrestleMania 31 vient couper les ailes de Rousseff. À cette occasion, il est battu par l'irrésistible John Cena, qui lui cloue les épaules au sol pour la première fois de sa jeune carrière. Derrière, c'est la descente aux enfers pour l'Européen qui devient un simple mid-cardeur et qui enchaîne les défaites. Et les mois passent ainsi que les années et Rousseff troque sa gimmick de partisan russe pour affirmer ses couleurs bulgares. Il rejoint brièvement le clan League of Nations qui était une bonne idée sur le papier mais qui s'est très vite arrêté. Il est ensuite mis en équipe avec Aiden English qui devient alors son manager. Le mouvement Rousseff Day débarque en 2017 et c'est un vrai raz-de-marée. Et les fans adorent ça et on peut le ressentir fortement au Royal Rumble 2018 quand Rousseff entre en première position. Sa popularité continue d'augmenter à mesure que les semaines passent et il se retrouve dans un Fatal 4-Way pour le titre US à WrestleMania 34. Et bim, encore raté pour Rousseff. Et les fans n'ont pas droit à ce moment de bonheur puisque c'est Jinder Mahal qui vient gagner le titre des États-Unis alors que tout le monde attendait l'avènement du Rousseff Day. Derrière, c'est la dégringolade puisque Rousseff est mis dans une storyline invraisemblable où sa femme le trompe avec Bobby Lashley. Le Rousseff Day s'effondre, tout comme les espoirs du catcheur de briller à la WWE, et puis ensuite il sera relâché par la compagnie. L'éternel mid-carder, voilà comment on pourrait qualifier le prochain catcheur de cette liste. Et pourtant, comme Rousseff, Antonio Cesaro avait tout pour réussir à la WWE. Enfin tout, pas vraiment. Certains estiment que sa plus grande faiblesse est quand il s'exprime au micro. Et pourtant sur le ring, Cesaro possède le package complet. Il est grand, il est fort, il est technique et habile entre les cordes. Il est assez charismatique et son crâne chauve font de lui le véritable Jason Statham de la WWE. Et pourtant le constat est glaçant. Cesaro n'a jamais remporté de titre de champion du monde en 10 ans de carrière à la WWE. Et pourtant tout avait si bien commencé. Enfin oui et non puisque Cesaro avait été engagé une première fois en 2006, puis licencié aussi sec, apparemment à cause d'un problème de visa. Mais il revient donc en 2011 et intègre les rosters principaux rapidement avant de gagner le titre US en 2012. Un règne marquant puisqu'il dure 239 jours et où Cesaro réalise des performances remarquables. Et c'est tout. Et oui, ce titre US était sa seule ceinture en solo durant la dernière décennie. Après ça, Cesaro devient plus ou moins un catcheur par équipe. Il va gagner plusieurs ceintures et former des équipes mémorables comme le Bar ou les vrais Américains. D'ailleurs, c'est marrant d'avoir une telle gimmick quand on est suisse. Mais globalement, sa carrière va rester tout à fait linéaire pendant 10 ans. Sa victoire à la bataille royale d'André le Géant en 2014 ne l'envoie pas dans le main event.
Pas plus que sa courte entente avec Paul Heyman en 2014, même s'il obtient cette fois-là un match pour le titre contre John Cena. Depuis 2020, Cesaro est un peu plus mis en avant que les précédentes années. Certains fans espéraient notamment voir le Suisse gagner le Royal Rumble cette année. Mais non, que dalle. Alors est-ce que c'est trop tard pour le Superman suisse? À 40 ans passés, est-ce qu'il a laissé passer sa chance de briller à la WWE? Tiens, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que vous pensez que c'est foutu pour Cesaro et pour qu'il ait un titre de champion du monde? Dites-moi ça en commentaire. Alors je me suis dit en écrivant cette vidéo que je devais mettre au moins un mec d'NXT dans cette liste. Et oui, puisqu'à partir de 2015, la WWE recrute fortement dans le circuit indépendant. Le but est de récupérer des catcheurs qui sont déjà presque vétérans et les former au fonctionnement de la WWE. Sauf que ça n'a pas marché. Mais alors, pas du tout. Bon, il y a bien sûr quelques petites exceptions, mais globalement c'est un échec, et j'en ferai sans doute une consultation totalement dédiée. Du coup, j'avais le choix, et j'ai choisi de vous parler de Samoa Joe. Oh mes aïeux, quelle déception pour ce cher Joe. Revenons un petit peu en arrière. Lorsqu'il arrive à la WWE, Samoa Joe est déjà une légende du circuit indépendant. Il a passé 3 ans à la Ring of Honor, puis 10 du côté de la TNA. Du coup, quand il arrive à NXT en 2015 et qu'il confronte Kevin Owens, c'est la folie. Surtout que ses premiers mois sont bons grâce à une alliance avec Finn Balor et 2 titres de champion NXT. Il démarre à Raw en 2017 en tant qu'allié de Triple H dans sa rivalité contre Seth Rollins. Samoa Joe monte clairement en puissance et va challenger Brock Lesnar, le champion universel. Mais c'était peut-être un peu trop tôt pour Joe. En effet, il se fait démonter par Lesnar lors du show Great Balls of Fire. Oh ouais, drôle de nom de pay-per-view. Toujours est-il que beaucoup d'experts estiment que les créatifs auraient dû attendre plus longtemps et construire un peu mieux Samoa Joe plutôt que de le donner en pâture à Broco. Mais est-ce qu'on peut dire que Brock Lesnar a enterré Samoa Joe? Bon, à partir de là, Joe représente toujours une bonne patte pour les créatifs de la WWE, mais ses blessures vont venir gâcher sa carrière. Il se blesse une première fois au pied en 2017 et s'absente pendant des mois. Puis il revient en 2018 et entre en rivalité contre son vieil ennemi AJ Styles. Une excellente rivalité au passage pour le titre de la WWE. Mais le problème, c'est qu'en 2018, Samoa Joe ne fait que perdre des matchs. Il a eu au moins 7 ou 8 opportunités de briller, mais à chaque fois, les créatifs le font perdre. Bon, je suis mauvaise langue, il a quand même gagné par disqualification à SummerSlam contre AJ Styles. Mais du coup, il a pas gagné le titre quoi. En 2019, il combat dans la mid-card et obtient 2 titres des États-Unis. Mais son année se termine avec une nouvelle grosse blessure qui le tient éloigné des rings. Dès lors, son corps ne va pas l'aider et incapable de remonter sur le ring, il devient commentateur de Raw pendant 1 an et demi. Le 15 avril 2021, Samoa Joe est libéré de son contrat avec la WWE. Et alors qu'une grande partie des fans s'attendaient à ce qu'il débarque chez All Elite Wrestling, Samoa Joe fait son retour à NXT en juin et il remporte à nouveau le titre en battant Kairon Cross. Mais malheureusement pour lui, il a dû laisser le titre vacant suite à une nouvelle blessure. Dommage pour Samoa Joe qui aurait sans doute mérité mieux à la WWE s'il n'avait pas eu tous ses pépins physiques. Nouvelle déception majeure à la WWE avec le cas Dean Ambrose. Après un passage remarqué dans le catch hardcore américain, celui qu'on appelait John Moxley à l'époque signe à la WWE. Son destin semble tout tracé puisqu'il intègre en 2012 le nouveau clan fort de la compagnie, le Shield. Avec ses 2 compères, il enchaîne les bons matchs par équipe pendant 2 ans. Ambrose montre une belle capacité dans le ring et il obtient plusieurs ceintures secondaires. Mais à mesure que le temps passe, les fans imaginent voir Ambrose trahir le Shield et tourner heel sur ses alliés. C'est finalement Seth Rollins qui obtient cette possibilité puisqu'il intègre l'autorité par la suite. Derrière, c'est le début d'une carrière solo un petit peu en dents de scie pour le Lunatic Fringe. Les années 2014 et 2015 sont assez calmes pour Ambrose qui peine à trouver sa place dans le main event. Ses rivalités contre Rollins et Bray Wyatt ne sont pas transcendantes, malgré une volonté de bien faire avec ce personnage. Et puis en 2016, tout bascule pour Dean Ambrose. Il arrive en finale du Royal Rumble face à Triple H. Une occasion unique de remporter la ceinture WWE mise en jeu pour l'occasion. Mais à ce moment-là, la WWE ne croit pas en lui et offre la ceinture ainsi que le main event de WrestleMania 32 à Triple H. Un premier revers assez difficile à digérer pour Dean Ambrose qui voit disparaître là une belle occasion de briller. Du coup, Ambrose est bazardé dans un match infâme avec Brock Lesnar lors de WrestleMania 32. Puis c'est la consécration. Au moment où plus grand monde n'y croyait, Ambrose remporte le Money in the Bank 2016 et cash-in dans la même soirée. Il est le champion de la WWE pour le plus grand plaisir des fans. Malheureusement, ce règne ne va pas durer très longtemps puisqu'il perd rapidement la ceinture au profit d'AJ Styles. Le reste de sa carrière à la WWE va surtout être marqué par une reformation du Shield et un heel turn pas vraiment convaincant. Lors de WrestleMania 33, il lutte notamment dans le kick-off du show face à Baron Corbin. Ambrose de son côté est absolument dégoûté de son utilisation avec le temps qui passe. Il reproche notamment à la WWE de l'avoir forcé à tourner heel le soir où Roman Reigns a annoncé qu'il souffrait d'une leucémie. Et sa dernière rivalité contre Seth Rollins est marquée par un mauvais match lors de TLC 2018. Puis Ambrose laisse expirer son contrat pour quitter la compagnie et aller lutter ailleurs. Le reste appartient à l'histoire.
Oh là on va peut-être parler du plus gros gâchis de l'histoire de la WWE. Une véritable catastrophe, voilà comment on peut parler de l'utilisation de Bray Wyatt du côté de Stamford. Et pourtant, les occasions ont été nombreuses de faire de lui l'une des plus grandes stars de l'histoire de la compagnie. Comme pour beaucoup avant lui, tout n'a pas été simple pour celui qu'on appelle Wyndham Rotunda. Fils du catcheur Mike Rotunda, il démarre en 2009 et campe le personnage de Husky Harris à partir de 2010. Ses débuts sont surtout marqués par une intégration dans le fameux clan Nexus. Un début de carrière pas forcément extraordinaire pour lui, qui retourne à l'école de développement en 2011 afin de développer un nouveau personnage. Grâce à son génie créatif, Rotunda propose la gimmick de Bray Wyatt qui est acceptée et il lutte du côté d'NXT à partir de 2012. La Wyatt Family devient l'une des plus grandes attractions d'NXT et très vite le groupe rejoint les rosters principaux. Et on ne peut pas vraiment dire que cette partie de sa carrière soit un échec car Bray Wyatt a brillé pendant quelques années. C'est après que ça se complique pour lui. Wyatt perd de plus en plus d'intérêt à mesure que les années passent et s'embourbe dans la mid-card. Il disparaît un peu des radars et il revient en 2019 avec une toute nouvelle gimmick. Ses segments Firefly Funhouse sont absolument captivants pendant plusieurs semaines. Le personnage du Fiend fait alors très vite son apparition et semble terrifiant. Ses premiers matchs montrent un personnage absolument imbattable. D'ailleurs, il remporte très vite le championnat universel des mains de Seth Rollins. Mais déjà les premières politiques s'installent et notamment lors du match Hell in a Cell entre les deux catcheurs. Puis le Fiend va connaître le drame qui va tout changer pour lui. Début 2020, les créatifs décident de mettre Goldberg contre Roman Reigns en main event de WrestleMania 36. Le Fiend est donc sacrifié lors d'un match en Arabie Saoudite où il est terrassé par le vétéran Goldberg. Il ne se relèvera jamais de cette défaite, et après une perte d'intérêt de plus en plus marquée par les fans, Bray Wyatt est finalement relâché par la WWE en 2021. Et quel dommage, puisqu'il y avait tellement de choses à faire avec un tel personnage. Le Fiend aurait pu et aurait dû devenir l'attraction de cette décennie à la WWE. Malheureusement, on ne saura jamais vraiment ce qui a cloché dans l'utilisation du Fiend, qui pourtant avait tout pour réussir avec brio du côté de Stamford. En tant que fan de catch, on est en droit de regretter qu'un tel catcheur créatif soit libéré par Vince McMahon. Peut-être que l'avenir sourira à ce cher Wyndham Rotunda dans le futur. En tout cas, quel pincement au cœur quand on y repense. Les pires déceptions à la WWE, dites-moi quelles sont les vôtres dans les commentaires. J'aurais pu parler également d'autres noms, des noms un peu plus anciens, mais là j'ai voulu faire un peu plus récent pour que ça puisse un peu parler à tout le monde et notamment les fans assez récents. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette liste, voire ce classement. On peut peut-être dire que c'est un top pour cette fois. Et puis dites-moi dans les commentaires si effectivement vous pensez que j'ai oublié quelqu'un dans cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir la grosse vidéo sur Dr. Everything qui vient de sortir, c'est important, et de s'abonner bien entendu à cette chaîne qui est en train de monter, c'est vraiment superbe. Et également si vous êtes intéressé pour faire une formation gratuite, si jamais vous voulez changer de voix, rendez-vous dans la description et sur le petit lien, faut cliquer sur les petits liens dans la description. Voilà, c'était Dr. Wrestling, je vous retrouve un peu partout, sur Twitch, sur Discord aussi, venez sur Discord. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un futur top 5, mais en tout cas il y a plein de points catch qui arrivent en novembre, donc voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.